s'il y a bien un problème qui est récurrent à Bruxelles, c'est que la rupture du lien social est un problème majeur. Il est quand même anormal aujourd'hui, et singulièrement quand on voit la situation sanitaire, que cet isolement des personnes soit aussi grand. On voit de plus en plus que ce côté impersonnel, que ce côté isolement, que ce côté-là un peu manque d'entraide sont aujourd'hui des faits assez criants. On n'a jamais autant consommé d'antidépresseurs, enfin, voilà, il y a quand même des signaux qui nous alertent. Il y a aussi beaucoup de dysfonctionnement dans la place qu'on donne à nos aînés, c'est-à-dire la place et le rôle qu'on veut leur donner. C'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on doit finir en maison de retraite et qu'on n'a plus un rôle ou une place à avoir qu'on ne peut pas apporter aussi aux autres. Des fois, on n'arrive même pas à demander un peu de sel à notre voisin ou taper juste pour lui dire est-ce que ça va ou pas, parce que tout le monde commence à s'enfermer et il n'y a pas de communication dans notre société pour l'instant. C'est chacun s'isole chez soi. Il y en a pas mal de gens qui se trouvent dans la rue. Les ASBL qui essayent de loger les gens ne sont pas tout à fait 100% opérationnels parce qu'il y a toujours des gens qui se trouvent dehors. Voir une personne par terre et avancer sans lui donner un coup de main, et là tu vois que c'était chacun pour soi. Vous vous rendez compte que c'était le confinement total comme on l'a connu il y a un an, pour des personnes qui avaient en tout et pour tout un petit studio pour vivre, où ils étaient seuls, il y a de quoi devenir dépressif. Bien, les habitats groupés, ils ont échappé. Un habitat groupé, c'est des gens qui ont décidé d'habiter ensemble, mais par rapport à une colocation où on partage les mêmes espaces, par exemple souvent les pièces à vivre et la cuisine et les salles de bain, chacun a son appartement, mais a en plus de son appartement tous les espaces communs. C'est qu'un habitat groupé, c'est occuper à plusieurs un nombre de mètres carrés plus restreint, au bénéfice d'espaces collectifs. Chaque famille va disposer peut-être d'un petit peu moins d'espace privatif, mais l'espace collectif, qui sera en général une cuisine commune ou un salon commun et un jardin commun, va offrir à ces familles et aux enfants de ces familles des espaces qu'ils n'auraient jamais eu seuls. C'est pas possible. Ils n'auraient jamais pu le payer. L'habitat groupé, c'est pas seulement l'habitat groupé simple de monsieur et madame tout le monde, c'est aussi l'habitat solidaire, c'est aussi la colocation, c'est aussi l'habitat léger. Parce que dans le fond, l'habitat groupé était de l'habitat traditionnel en Belgique. Il était normal que des familles, et pas seulement en milieu rural, mais aussi en milieu de ville, même en milieu bourgeois, très bourgeois même, qu'il y ait plusieurs générations qui coexistent, avec éventuellement des gens qui étaient au service de ces familles, quand c'était des familles bourgeoises. Et tous ces gens coexistaient. Après la guerre, il y a eu beaucoup d'habitats groupés, de regroupement familial, mais au-delà du regroupement familial, et qui étaient dus aux destructions. Tous les abords des gares avaient été bombardés par les Anglais qui préparaient le débarquement. Et donc forcément, il y avait un manque de logement qui était tout à fait crucial. Et donc juste après, l'habitat groupé a commencé à disparaître lorsqu'on a commencé à donner des répliques à ce manque de logement en construisant des immeubles HLM, des tours, etc., où chacun rejoignait sa propre petite cellule. Ça revient aujourd'hui depuis à peu près une vingtaine d'années, mais pour des raisons complètement différentes. C'est une autre façon d'habiter, de vivre ensemble, c'est-à-dire justement sortir un peu de l'habitat individuel, de sa maison individuelle, et de privilégier l'aspect collectif. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Et c'est vraiment des expériences sociales, entre guillemets, de vivre ensemble, d'une autre manière de vivre ensemble. On est à Schaerbeek, on n'est pas très loin de la gare du Nord et on est dans un quartier populaire. Et ici en fait c'est un ancien lieu de la jeunesse et en fait c'est autour du jardin, qui est un jardin de plus ou moins 200 mètres carrés, il y a 4 bâtiments et donc il y a 14 familles, une cinquantaine d'adultes et d'enfants qui sont là depuis 4-5 ans, on est propriétaires. Et on me parlait d'une salle commune, mais bon, voilà, c'était un peu utopique. Avant, il n'y avait rien, c'était juste une salle toute grise, même pas en travaux, quoi. Là, on a la salle commune qui est vraiment opérationnelle, des toilettes, de la lumière, une cuisine. Donc c'est hyper chouette. Donc ça, c'est le plus gros projet du commun de l'habitat groupé. On a un très grand jardin
enfin grand pour Bruxelles en tout cas, et une salle commune dans laquelle on a comme un appartement, mais accessible à tout le monde. Donc on a une cuisine avec tout ce qu'il faut pour pouvoir cuisiner ensemble, des tables et des bancs pour pouvoir tous manger ensemble, et une partie salon et un petit espace de chambre pour que les enfants puissent jouer dedans, et à la fois pour accueillir des gens qui voudraient y loger. Donc ça peut être de la famille pour ceux qui n'ont pas assez de chambres chez eux, mais ça peut être aussi... par exemple, on a aidé des migrants, par exemple, à loger là. Tout un temps, il y a eu pendant au moins 2 ans, je dirais, des migrants qui ont logé là chaque semaine. Nous avons un toit potager là depuis le confinement pour pouvoir justement avoir un peu de légumes, et on a eu beaucoup de tomates, voilà. Le 123, c'est une occupation temporaire qui est commencée contre les 15 000 espaces vides à Bruxelles et qui facilite la tâche à des gens qui peuvent récupérer leurs droits, parce qu'ici en Belgique, il faut avoir une adresse ou un toit pour récupérer ses droits. Il y a moyen de communiquer, aller chercher des bâtiments vides, essayer de communiquer avec le propriétaire et trouver une convention avec lui à long terme, le moment que... Parce qu'il faut comprendre qu'un espace vide, ça coûte cher à le propriétaire. Dans les squats, il y a tout le monde qui vient. On va dire les fils des riches et les fils des pauvres. Et entre les deux aussi. Et spécialement, il y en a les gens qui en ont besoin. Les sans-papiers, les réfugiés, les gens de la rue, les gens aussi qui ont des problèmes psy. Il y a aussi la prison qui est tellement pleine que des fois, il y a des gens qui demandent juste avoir une adresse pour qu'ils peuvent avoir un bracelet, mais au moins il est à l'extérieur. Et les prisons, ça se vide. Et ça donne pas mal d'aide réciproque. Le passage, donc, c'est un habitat groupé intergénérationnel qui est en train de se construire, là, qui est en train de se finaliser. Donc c'est un bâtiment neuf. Et en fait, on est donc 3 habitats groupés au sein de Calico. C'est à peu près 30 logements. 30 logements qui pourront s'entraider, qui pourront un peu s'apporter chacun et se connaître aussi. La vocation de ce projet, en fait, c'est de porter une maison de naissance et une maison de mourance. La maison de naissance, c'est vraiment proposer une alternative à des hôpitaux, à des milieux médicalisés, de permettre des naissances plus physiologiques, plus naturelles. Et la maison de mourance, c'est plus, on va dire, permettre à des personnes en fin de vie de venir dans cette maison de mourance. Et comme on disait tout à l'heure, on ne naît pas seul, mais aussi on ne meurt pas seul. Et on le voit aujourd'hui dans le contexte du Covid, où il y a eu de grands malaises pour les familles qui n'ont pas pu justement faire cet accompagnement de fin de vie, de pouvoir être portées par des personnes, mais dans un contexte non médicalisé. C'est-à-dire que ces personnes-là viennent avec leur infirmière en soins palliatifs, des choses comme ça, mais c'est d'être portées par l'habitat groupé dans son accompagnement, dans son quotidien. L'objectif, c'est vraiment de dire ces personnes-là peuvent le plus longtemps possible rester chez elles. C'est aussi une réponse, on va dire, à notre vieillissement de notre population dans nos pays si occidentaux. La plupart des habitats groupés qui se créent maintenant aujourd'hui à Bruxelles font référence à des valeurs communes qu'ils veulent défendre. Ça, c'est très, très frappant, quoi. Donc la raison économique existe, bien entendu, mais n'est pas du tout la seule raison pour laquelle les gens choisissent ce mode d'habitat. Non, ils le cherchent parce que c'est un projet de vie. Ça faisait plusieurs années qu'on cherchait justement une autre façon de vivre, une autre façon de vivre ensemble. Et assez logiquement, les habitats groupés, ça nous avait aussi beaucoup attiré. Et du coup, nous, ce qu'on cherchait vraiment, c'est des personnes ressources, de sortir un peu de ce côté isolement des villes, sortir un peu de ce côté impersonnalité de la grande ville. Moi, j'ai toujours été frustré de ne pas connaître mes voisins, des choses comme ça. Les loyers ont pour vocation à être le plus faible possible, à être plus bas que le marché, on va dire, immobilier classique. Il n'y aura pas de spéculation, d'enrichissement personnel de toutes ces personnes-là. L'objectif est vraiment de permettre d'avoir un autre type d'habitat. Il y aura même aussi des personnes qui sont en phase de réinsertion, c'est-à-dire des personnes où c'est home first, c'est-à-dire que ce sera leur premier logement, c'est-à-dire des personnes qui seront... qui viennent de la rue, qui étaient SDF, qui étaient comme ça, et qui auront la possibilité aussi d'intégrer un logement.
Et puis, se poser la question, mais qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Pourquoi avons-nous choisi de vivre ensemble? Si c'est uniquement pour des raisons économiques, c'est l'échec assuré. Ça, nous pouvons le voir, nous le constatons. Il y a des échecs, hein. Les gens finissent par se gagner d'injures, ça ne marche plus du tout. Un projet d'habitat groupé, c'est énormément d'organisation, très organisé. Et ça l'était déjà en amont du projet. Je veux dire, là, on habite ici depuis 4 ans, 4 ans et demi pour certains. Donc on avait déjà beaucoup d'organisation avant. Et une fois sur place, ça continue d'être nécessaire. C'est qu'on est obligé d'avoir des groupes, on est obligé de se structurer. Et on fait chaque mois une journée de travail collectif. Et ça s'appelle la Minga. Et Minga, c'est un terme qui vient de Colombie. Et c'est les Indiens en Colombie, ils appellent leur journée de travail collective Minga. Et nous, quand on vient ici aussi, on essaie de créer quelque chose de bien nettoyer ici, de le rendre en norme, comme ça, les jeunes, et les grands et les vieux, et spécialement les petits, qui peuvent utiliser leur espace qui est juste à côté d'eux. Parce que c'est un espace normalement vide, et il est à tout le monde. Il y a un petit garçon qui a commencé à faire une cabane là et nous a donné l'idée, on va faire une petite cabane derrière. Ça peut être avec un petit château aussi, mais ça va être une cabane pour tout le monde. Et aussi il y a des hangars, il y a des dessins dans les murs, il y a des espaces que les gens peuvent travailler parce que vivre et avoir ton atelier juste à côté de toi, c'est plus facile aussi. Tu peux créer, tu peux travailler à n'importe quelle heure dans la nuit, même en respectant les normes de la sonorisation, ne pas déranger le voisinage parce que c'est très important. Chacun a son espace où il doit dormir. Et par contre, il y a les cuisines en commun, il y a les projets en commun, il y a les toilettes en commun, il y a les douches en commun. Et ça, c'est nous qu'on les installe et qu'on les fait. Et on apprend aux gens aussi de faire ces petites tâches qu'on voit que ça coûte tellement cher qu'on appelle quelqu'un professionnel que normalement, ça peut coûter rien. Il y a un curseur entre le tout communautaire et le tout individuel. Okay. Alors, si vous entrez dans un habitat groupé, le tout individuel n'a pas de sens. Okay. Il y aura donc toujours le curseur qu'on peut déplacer sur la règle. Qu'est-ce qu'on partage? Il y a des habitats groupés dont la seule activité collective, c'est de faire ensemble un repas par mois. Et partager le jardin et l'entretien du jardin. Il y en a qui vont beaucoup plus loin dans les activités. Mais ça, c'est le collectif qui décide pour lui-même. Qu'est-ce que vous voulez réellement vivre ensemble? Qu'est-ce que vous ne voulez pas vivre ensemble? Donc qu'est-ce que vous allez partager? Qu'est-ce que vous ne partagerez jamais? Au niveau de la société, oui, c'est aussi quel rôle, re-questionner aussi, on va dire un peu, qu'est-ce qu'on entend par richesse. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure, il faut sortir un peu de cette conception individuelle de j'ai ma propre maison, je suis propriétaire de ma maison. C'est vrai que là, on est plutôt dans un côté collectif, j'ai des parts dans une coopérative, je m'investis dans cet habitat groupé. Mais du coup, quelle est la vraie richesse dans nos sociétés? C'est plutôt aussi dans le sens, est-ce que je veux continuer à posséder des objets ou avoir une plus grande maison, une plus grande voiture, ou au contraire privilégier des liens sociaux, des liens humains, des liens de solidarité. Et c'est ça aussi qui fait notre vraie richesse. C'est pas pour rien justement qu'on s'est appelé village, parce que c'est vraiment tout l'objectif de cet habitat groupé, c'est-à-dire de recréer cet esprit de village mais en milieu urbain. Et pourquoi cet esprit de village? Parce que c'est cet esprit de village où tout le monde se connaît, où tout le monde peut s'entraider, que tous les adultes peuvent aussi veiller aux enfants et veiller un peu à l'éducation entre guillemets des enfants. Et donc voilà, quand on disait mutualiser, on disait aussi pourquoi pas aussi mutualiser la sortie des écoles pour aller chercher les enfants, mutualiser des repas, faire des repas en commun, mutualiser, on disait aussi pour faire les courses, mutualiser de garder les enfants. Enfin voilà, il y a tout un peu cet esprit-là qui vraiment fait partie du projet de s'apporter en fait. C'est vraiment ça l'objectif, de s'apporter à chacun et collectivement en fait on est toujours plus fort. Que tu vas sortir de chez toi, tu as une chance sur 2 de croiser un voisin. Et si par exemple tu n'as rien à faire, tu fais allez, je peux aller prendre une bière chez toi ou quelque chose du genre. Tu n'habites pas seul. Il y a toujours quelqu'un qui est à côté de toi. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux frapper chez ton voisin. Si tu as un problème, tu peux partager. Si tu n'es pas bien, alors les voisins viennent chez toi. Ils le sont, ils le voient, ils vont essayer de te donner un coup de main.
Mais là, quand tu es seul, il n'y a personne qui va frapper chez toi. C'est qu'ils retrouvent aussi des liens de solidarité immédiats. C'est être présent aussi au niveau culturel, avec une ouverture sur le quartier, c'est retrouver du lien social, comme on dit, grosso modo, quoi. Il y avait énormément d'enfants et là il y en a encore plus à faire 3 ans, donc il y a des bébés qui sont nés, d'autres qui ont grandi en plus grands garçons, donc c'est un truc qui est très chouette dans les habitats regroupés et c'est vrai que j'aurais bien aimé être ici enfant avec plein d'enfants autour de moi, c'est chouette. Donc oui, il y a aussi cet environnement qui pourra aussi être très riche pour les enfants, c'est-à-dire que voilà, j'aurai pas juste la référence éducative de mes parents, mais j'aurai d'autres référents, d'autres adultes qui pourront chacun m'apporter. Justement, il y a des espaces créatifs, il y aura des espaces, il y en a un qui a plutôt main d'artiste, donc il pourra apporter sa fibre artistique. Pour être un peu différent, c'est que les enfants, quand ils rentrent de l'école, ils vont dans le jardin. Et donc là, au lieu d'être tout seul chez eux, à jouer qu'avec son frère, sa sœur, voilà, là, ils sont un petit groupe d'enfants et donc ils jouent ensemble. Quand les enfants ils sont ici, ils commencent à apprendre à vivre ensemble avec leurs amis. Donc comment gérer par exemple leur temps d'études pour après aller jouer avec les amis dans le jardin. Donc ça leur apprend quand même à gérer plusieurs facteurs et donc c'est chouette pour leur enfance, quoi. On a un groupe par exemple Echa Kids, qui est donc le groupe qui s'occupe des parents, des enfants de l'échappée, donc qui essayent de veiller à ce qu'ils aient des activités, de gérer les enfants. Donc par exemple on va faire pendant les vacances normalement d'été une semaine avec juste les enfants. Et donc ils vont essayer de faire des petits ateliers au fur et à mesure. Ma mère organise un studio d'animation, donc c'est un petit stage. Ils viennent une fois par semaine. Et donc là, c'est chouette parce qu'il y a plein de gens du quartier qui viennent, de tout âge. Et donc, comme ça, on fait participer le quartier. Et moi, personnellement, je vois que c'est hyper chouette pour les enfants ici. Donc moi, je souhaite aussi l'appareil, que mes enfants puissent avoir des amis qui habitent juste à 2 mètres de chez eux. Moi, je voudrais bien que mes enfants soient dedans. Et ça me dérangerait pas du tout. Ça me ferait plaisir de participer à des choses communes, donc comme la fête de quartier, tatati, tatata. On espère faire un projet de bac ici, de plantation, à l'angle de la rue. Si vous allez voir cet angle de la rue, il est minuscule, vous allez dire on va pas faire un jardin là. Non, mais on va quand même trouver quelque chose. Et quand vous posez la question aux gens qui habitent dans ces rues-là, c'est comme c'est un quartier très dense, on y revient, c'est des gens, ils n'ont pas de jardin chez eux. Donc au moment quand vous mettez un arbre fruitier dans l'espace public, chose qui n'est pas habituelle, c'est une espèce d'appel d'air énorme pour les gens du quartier. Et ça, si on arrive à le nouer avec des gens de l'intérieur et de l'extérieur, en fait, on devient plus fort, en fait. Il y a eu un projet sur le quartier qui s'appelait Top Chef en terrasse. Et là, on a fait du coup un petit groupe interne à l'échappée pour faire pousser des légumes. Et du coup, on ne voulait pas être qu'avec des gens de l'échappée. Et donc, on a proposé à des personnes du quartier, dont une voisine, dont on voyait le jardin, qui était magnifique. Donc, on s'est dit, voilà, ça va. Bon. Et elle a pris, donc on a fait ça avec elle et avec une autre voisine du quartier. L'intérêt de l'habitat groupé, c'est que tu rajoutes un élément au puzzle. C'est-à-dire que entre l'espace d'intimité et de socialité intérieure et l'espace de société à l'extérieur, tu as un espace qui est un peu hybride, qui est les espaces communs, notamment les salles polyvalentes, où là, tu vas plus être vraiment chez toi, c'est plus chez moi tout seul, parce que je le partage avec d'autres, et en même temps, je peux pouvoir y faire rentrer de l'altérité un peu plus. Ça veut dire que faire rentrer quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie du quartier dans une salle polyvalente en bas, ou le faire rentrer ici dans mon appartement, c'est pas la même chose. Et j'ai envie de dire que si ça se passe bien dans la salle polyvalente, l'étape d'après, c'est qu'il peut venir chez moi. Il y a toute une réflexion qui est menée sur l'urbanisation et justement comment faire en sorte pour justement créer des lieux d'échange et que justement la ville n'appartient pas assez à ses habitants en tout cas. Et donc pour tous ceux qui, par exemple, ne se retrouveraient pas dans l'idée d'habitat groupé, parce qu'il faut quand même faire énormément de réflexions, beaucoup de réunions, beaucoup de discussions. Il y a des gens, ils ne sont pas prêts à faire ça. Donc, et pour autant, je trouve que c'est dommage qu'ils n'aient pas accès à quand même un vivre ensemble, en tout cas à quelque chose qui est plus chaleureux.
on ne va pas être dans un microcosme, on ne va pas être que entre nous habitants, mais qu'au contraire, on est ouvert et on est en milieu urbain et on est ouvert sur le quartier, sur les autres. Et c'est un peu ça aussi l'objectif, c'est-à-dire d'être toujours ouvert et de dynamiser le quartier et d'être encore une fois, comme je disais, mais un lieu d'échange, un lieu d'échange pour toutes les autres personnes à travers justement ces espaces communs, ces salles. Il y aura des salles avec des cuisines, donc voilà, les autres pourront venir occuper ces salles, faire des repas. Avec l'habitat groupé, on a accueilli les gens du quartier dans l'habitat groupé. Et les gens du quartier nous ont accueillis chez eux. Et donc moi j'ai face à moi des gens qui sont par exemple des Marocains et des Turcs. Ils ne sont pas des Belgo-Belges comme moi, mais eux, ils sont là depuis 30 ans dans le quartier. Donc j'ai envie de dire, c'est plus leur quartier que le mien. Donc ils m'ont accueilli dans leur quartier, c'est ça que je veux dire. Je veux que mes enfants grandissent dans le quartier. Et pas qu'ils grandissent dans l'habitat groupé. C'est pas la même chose. Et donc pour moi, l'habitat groupé est un levier vers le quartier, ça n'est pas une fin en soi. C'est pour ça tout à l'heure, je disais, tu parles de l'habitat groupé comme un objet. Et donc, si on ne fait pas attention, un habitat groupé, c'est très vite une cage dorée. C'est une prison, en fait. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand je vais faire des courses avec mon gamin, qu'en fait, on puisse saluer les gens du quartier parce qu'on les connaît. On ne veut vraiment pas être un îlot dans un quartier, on veut vraiment être ouvert, quoi. Donc, quand normalement il n'y a pas le Covid, dans notre salle commune, on fait beaucoup d'activités qui sont ouvertes sur le quartier. Le truc, c'est qu'on ne veut pas non plus être toujours nous le moteur. Donc c'est trouver ça, c'est-à-dire de ne pas être nous à chaque fois les leaders, entre guillemets, justement dans cette volonté de ne pas créer de hiérarchie et de ne pas être toujours l'étincelle, quoi. Et c'est ça, c'est commencer à rencontrer les gens du quartier pour qu'après peut-être se créent aussi des dynamiques. Mais voilà, on y va pas à pas. L'habitat groupé ne deviendra à mon avis pas un modèle dominant, mais si dans les prochaines années il y a peut-être 20-30% des logements qui se font de cette manière-là, oui, ça pourra répondre à beaucoup de entre guillemets, dysfonctionnements qu'on a dans la ville aujourd'hui. À partir du moment où ce type-là d'habitat permet à des personnes qui ne sont pas nécessairement enrichissimes, mais qui ne sont pas nécessairement idiotes de rester, c'est un plus. C'est quand même un problème pour les communes bruxelloises de voir des jeunes qui seraient très utiles pour la commune quitter pour aller dans le Miroir, aller dans le Hainaut, simplement parce qu'elles ne peuvent pas se loger. Ils perdent de l'intelligence, ils perdent de la créativité, ils perdent de la vie en quelque sorte. À côté des habitats groupés, on va retrouver les écoles de quartier, on va retrouver les maisons médicales. Donc on va voir qu'il va y avoir des acteurs qui enracinent les quartiers. Ça c'est très bien. Si maintenant c'est de la fabrication de communautés fermées avec des moyens financiers et pour qui le monde extérieur fait peur, en fait c'est une catastrophe. Les habitats groupés, c'est une catastrophe. C'est pour ça que c'est très important de parler des habitats groupés, non pas comme des objets en soi, mais comme un élément d'un vocabulaire plus large, en fait, qui est celui de la ville. La question, c'est quelle ville est-ce qu'on veut. Et là, les habitats groupés ont un rôle à jouer dans la ville. Vivre en communauté, pour moi, c'est le futur, parce que c'est comme avant, on est en village, on vit ensemble, tout le monde est bien. On essaie de ne pas négliger un seul. Alors oui, le futur, c'est vivre ensemble. Pour moi, c'est un modèle assez idéal, mais sachant que je ne pense pas qu'il soit fait pour tout le monde. Je pense que c'est un idéal parce que justement, on a ce soutien, ça noue des amitiés qui sont particulières, qui ne sont pas comme la famille, qui ne sont pas comme les amis, qui sont une troisième catégorie. Oui, c'est un modèle à venir partout dans le monde occidental. Pour une première raison, c'est que quoi qu'il en soit, n'allons pas pouvoir continuer à bétonner le sol à l'infini. Effectivement, l'espace disponible à l'habitat a tendance à se réduire. Il y a deux réponses à ça. Soit on commence à reconstruire des tours de 30 étages, et on sait que c'est une catastrophe, puisqu'on est en train de les flanquer par terre, tellement ça marche mal. Ou bien on trouve d'autres solutions. Et c'est une des solutions, c'est pas la seule, mais c'est une des solutions. C'est